Il existe des amours que même le pouvoir ne parvient pas à effacer, et des silences que le temps ne pardonne pas. Dans les couloirs glacés du Kremlin, une femme regardait le monde s'effondrer à travers la fenêtre. Dehors, la neige tombait en silence. Dedans, naissait une tragédie qui changerait l'âme d'un empire. Elle s'appelait Nadejda Allilouyeva. Jeune, intelligente, idéaliste, elle croyait à la révolution comme on croit à un miracle. Elle avait grandi parmi des discours de liberté et des promesses d'égalité, mais auprès de l'homme le plus puissant de l'Union soviétique, elle a pris le prix du pouvoir. Et ce prix se payait toujours par le silence. Staline n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Le révolutionnaire qui parlait de justice parlait désormais d'ennemis. Le mari qui autrefois souriait ne faisait plus qu'observer avec méfiance. L'amour s'était transformé en rituel politique et chacun de ses gestes pesait comme une sentence. On dit qu'elle gardait de vieilles lettres dans une boîte cachée. Des lettres écrites quand elle l'appelait encore « mon soleil ». Mais ce qui restait de cette lumière s'était déjà éteint. À la place de l'amour, seulement des ombres et de la surveillance. Et une fenêtre, l'unique témoin de ce qu'elle ne dit jamais. Cette nuit-là, l'horloge du Kremlin marquait 11h45. De la salle principale venaient des rires secs, faux, pleins de peur. C'était l'anniversaire de la Révolution, et le dictateur célébrait avec du vin et du sarcasme. Les ministres portèrent des toasts par obligation, et parmi eux, Nadejda silencieuse. Le dîner commença comme tous les autres. Tendu, Staline se moquait de ses alliés, lançait des plaisanteries cruelles. Il riait fort mais sans joie. Entre deux gorgées, il jeta des regards de mépris à sa femme. Elle faisait semblant de ne pas entendre. Mais chaque mot était un coup de couteau. Selon des témoins, il l'humilia devant tout le monde. Il se moqua de son esprit faible, de sa mélancolie bourgeoise. Toute la salle se tut. Elle se leva, les yeux embués, et sortit sans rien dire. Son verre resta intact, le vin immobile, comme s'il attendait une réponse. Quand la porte se referma, personne n'osa parler. Staline esquissa un sourire, mais il s'effaça vite. Le dîner s'acheva dans le silence, et les invités furent congédiés un à un dehors. Les gardes sentirent l'air s'alourdir. Quelque chose cette nuit-là sonnait faux, et personne ne savait dire pourquoi. Des heures plus tard, le Kremlin dormait. Les couloirs baignaient dans une obscurité presque vivante. Les gardes relevaient la faction sans parler. Seul le bruit des bottes rompait le silence. Soudain, un coup sec, court, violent, résonnant entre les murs comme un tonnerre étouffé. Le son venait des appartements de Nadejda. Par réflexe, l'un des gardes voulut courir, puis s'arrêta. Entrer sans ordre était dangereux, tous le savaient. De longues minutes passèrent sans que personne ne bouge. Seule l'horloge continuait de compter, comme si elle attendait l'acte suivant. Quand ils ouvrirent enfin la porte, la chambre était dans la pénombre. Elle gisait à même le sol, en robe bleue, le visage serein. À côté, un pistolet, et sur la poitrine, un mouchoir soigneusement plié. Cela ressemblait plus à un adieu qu'à un crime. Le rapport officiel tomba quelques heures plus tard. Mort accidentelle, mais personne n'y crut vraiment. Le mouchoir, l'angle du tir, le silence des gardes, rien ne collait. Certains parlèrent de suicide, d'autres d'exécution. Mais la vérité fut enterrée avec le corps. Staline arriva quelques minutes après. La chambre était froide, l'air lourd. Il resta planté devant le corps de sa femme. Pas un soupir, pas une larme, seulement une phrase, murmurée d'une voix basse. « Ne pleurez pas. La révolution n'a pas le temps pour les larmes. » Les uns disent qu'il s'agenouilla et lui prit la main. D'autres jurent qu'il alluma simplement une cigarette et observa. Ce qui est sûr, c'est que personne n'osa parler. Le corps fut retiré avant l'aube, et au Kremlin, le deuil devint secret d'État. Le communiqué officiel du parti fut bref. La camarade Allilouyeva est décédée d'une maladie soudaine, sans mention de tir, de mouchoir, de douleur, rien que des mots froids, calculés, moulés pour le régime. Et avec eux, le silence s'imposa à la vérité. Pendant des jours, personne ne prononça son nom. Les photographies furent retirées. Les lettres disparurent. Même les domestiques furent remplacés. C'était comme si Nadejda n'avait jamais existé. Mais il est des souvenirs que même le Kremlin ne s'est pas effacé. Dans les couloirs, on chuchotait « elle en savait trop ». D'autres disaient « elle n'a pas supporté la solitude du pouvoir ». Et pour certains, c'est Staline lui-même qui l'avait fait taire. Nul n'osa confirmer, nul n'osa démentir.
avant que les versions ne se contredisent. Abonne-toi, car tous les secrets du Kremlin n'ont pas survécu aux flammes du temps, et certains d'entre eux sont sur le point d'être révélés. Maintenant, allons aux versions interdites de la mort de Nadejda Staline. La première version est née au sein même du Kremlin, et pendant des décennies, fut la seule acceptée. On disait que Nadejda s'était donné la mort par fragilité émotionnelle, victime du stress, de l'insomnie et du poids de la vie politique. Mais ceux qui lisaient entre les lignes savaient, c'était la façon élégante de cacher l'effondrement d'un cœur. Des documents et des témoignages ultérieurs confirment, Nadejda souffrait de crises d'anxiété et de dépression. Les médecins parlaient de nervosité féminine, diagnostic courant à l'époque. Mais ce qui la consumait, ce n'était pas les hormones, c'était la conscience. Elle voyait de près les purges, les arrestations, les disparitions, et ne reconnaissait plus la révolution en laquelle elle croyait. Au cours des semaines précédant sa mort, elle écrivit de longues lettres. Elle y parlait de peur, de culpabilité, de remords. Elle disait ne pas dormir en entendant les cris des procès aux petites heures de Moscou. Elle suppliait Staline d'arrêter, de se souvenir de l'homme qu'il avait été, mais il n'écoutait plus personne, surtout pas la voix qui vivait sous son toit. Des proches racontèrent qu'elle avait essayé de quitter le Kremlin. Elle voulait partir à Leningrad, étudier, enseigner, vivre loin de la politique. Staline l'en empêcha. Il dit qu'une épouse du dirigeant soviétique ne pouvait abandonner son devoir. Alors elle comprit. Elle n'était plus une femme. Elle était un symbole en captivité. Cette nuit-là, lorsqu'elle quitta le dîner en larmes, tout était déjà décidé. Le geste de quitter la table fut un adieu que personne ne sut lire. Elle monta dans sa chambre et, selon la version officielle, écrivit un dernier mot. Le billet, plus tard saisi et détruit, n'aurait contenu qu'une phrase. « Pardonnez-moi. Il n'y a plus de place pour moi dans ce monde. » Le coup partit aussitôt après. Un claquement bref, comme un point final. Les gardes mirent du temps à réagir. La peur l'emportait sur l'urgence. Quand ils ouvrirent la porte, le corps était immobile, les yeux encore ouverts. Elle semblait regarder quelque chose que seule elle pouvait voir. Peut-être un temps qui n'avait jamais existé. Cette version, le suicide, servit bien des dessins. Elle humanisait la douleur, mais sauvait aussi l'image de Staline. Elle permettait de dire qu'elle fut victime de son propre esprit, non du régime. La presse étrangère reçut la nouvelle sous censure, et le Kremlin décréta « L'affaire est close ». Pendant des années, sa tombe resta sans fleurs. Aucun hommage officiel, aucun portrait au mur. Le nom de Nadejda fut lentement effacé des archives, des journaux, des biographies, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une phrase glaciale dans les mémoires du dictateur « Ma femme est morte de maladie mentale ». Mais les lettres qui ont survécu, celles qui échappèrent à la censure, racontent une autre histoire. Dans l'une d'elles, adressée à une amie, Nadejda confesse « Le pouvoir n'a pas de visage, mais il dévore ceux qui le servent. Je me sens un fantôme vivant parmi des hommes de pierre. » C'était un cri déguisé en poésie. Les historiens disent que le suicide est plausible, mais pas pour la raison que le Kremlin diffusa. Elle n'est pas morte de faiblesse, elle est morte de lucidité. D'avoir compris que la révolution qu'elle aimait s'était transformée en tyrannie et que, chez elle, il n'y avait plus de refuge. Staline ne parla jamais publiquement de l'événement. En privé, il disait seulement « Elle est partie parce qu'elle n'était pas assez forte ». Mais ses gardes se souviennent que, des semaines durant, il errait la nuit dans les couloirs, seul. La cigarette tremblait entre ses doigts, et parfois il murmurait son nom, presque en prière. Certains pensent que cette nuit-là, Nadejda n'a pas seulement voulu mourir, elle a voulu se libérer du mensonge, de la culpabilité, de la peur. Son geste ne fut pas lâcheté, mais protestation. Une ultime tentative de dire la vérité dans un pays où plus personne ne pouvait parler. Et c'est ce geste qui détruisit l'homme le plus puissant de la Terre. Car après cette nuit, Staline ne sourit plus jamais. Les exécutions augmentèrent, l'isolement grandit, et la paranoïa devint la règle. Son suicide alluma en lui une ombre qui ne s'éteignit jamais. Comme si, même morte, elle l'observait et le jugeait. Le châtiment parfait pour un dieu qui se croyait invulnérable. La deuxième version est la plus redoutée. Celle que longtemps, même les historiens soviétiques n'osaient mentionner. Elle ne parle pas de désespoir, mais de pouvoir d'un crime commis non par amour, mais par convenance.
Et selon les murmures qui ont traversé les décennies, l'assassin serait Staline lui-même. Tout commence au dîner de la veille. Les invités étaient peu nombreux, mais puissants. Officiers, ministres, confidents. Le vin coulait à flot, et le dictateur semblait de bonne humeur, jusqu'à ce que le sujet change. Quelqu'un évoqua les purges, les procès, les prisons secrètes. C'est alors que Nadejda l'affronta devant tous. Des témoins racontèrent qu'elle l'accusa d'avoir trahi la révolution. Elle dit que les idéaux étaient morts et qu'il gouvernait comme un tsar déguisé. Ces mots traversèrent la salle comme des balles invisibles. Staline se tut, un silence plus dangereux que n'importe quel cri. Les visages autour restèrent figés. Tous savaient ce que cela signifiait. Après cette nuit-là, elle n'était plus une épouse. Elle était une menace. Au Kremlin, on ne discutait pas les menaces. On les éliminait. Et selon certains registres occultes, Lavrenti Beria, le chef de la police secrète, reçut l'ordre que tout paraisse naturel, aurait dit Staline. À l'aube suivante, la routine de sécurité fut modifiée. Des gardes furent relevés sans explication. Un domestique déclara avoir vu 2 hommes entrer dans les appartements de Nadejda. Elle importait une mallette noire. On ne les revit jamais. Des heures plus tard, le coup de feu retentit. Mais certains disent que le son ne venait pas d'une arme ordinaire. D'autres affirment que le tir fut mis en scène pour couvrir une méthode plus silencieuse. Quand on trouva le corps, il n'y avait pas de sang sur les murs. Le pistolet, dit-on, avait été placé après coup. Staline arriva quelques minutes plus tard, déjà informé de ce qui s'était passé. Il entra, regarda le corps et ordonna « Personne ne la touche ». Il alluma une cigarette et resta debout quelques minutes. Un garde jura qu'il murmura « Elle n'aurait pas dû parler ». Puis il sortit, laissant la chambre dans la fumée et la peur. Le lendemain, le communiqué officiel fut rédigé à la hâte. Mort accidentelle. Problème de santé. Pas de tir, pas de témoin, pas de coupable. Les domestiques qui avaient vu quelque chose furent envoyés au loin. Les documents médicaux, recopiés à la main, avec la même écriture que celle des censeurs. Pendant des années, nul ne put en parler. Mais après la chute de l'Union soviétique, une partie des archives du NKVD fut ouverte. On y trouva une note de surveillance de 1932. La camarade Alilouyeva manifeste des idées hostiles au camarade Staline. Observation continue recommandée. C'était le sceau invisible d'une condamnation. Pour beaucoup d'historiens, le suicide a toujours paru trop propre. Sans trace de lutte, sans désordre, sans témoins proches. Le corps soigneusement disposé. Le mouchoir sur la poitrine et, plus étrange encore, aucune autopsie complète. L'affaire fut close en moins de 24 heures. Certains pensent que l'assassinat fut personnel, d'autres qu'il fut politique, un acte préventif. Pour éviter le scandale, Nadejda était devenue encombrante. Elle parlait trop, pensait trop, aimait trop. Dans un régime où penser était un crime, l'amour était plus dangereux encore. Et elle paya le prix d'avoir voulu rester humaine parmi les monstres. La rumeur traversa le temps comme un fantôme. Dans les couloirs du Kremlin, on dit que des semaines durant, Staline évita sa chambre. Il fit fermer la porte, effacer le nom, faire taire les domestiques. Mais un soir, ivre, il aurait dit « Elle est morte pour sauver la révolution. C'est le dernier service qu'elle m'a rendu. » Si cette version est vraie, le tir qui tua Nadejda ne vint pas du pistolet dans sa main. Il vint de la peur que son mari avait d'être démasqué. Et dans l'empire du mensonge, c'est toujours la vérité qui meurt la première. Peut-être pour cela. Le Kremlin n'a jamais dit ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Et peut-être ne le dira-t-il jamais. Mais il y en a qui disent que ni le tir, ni le suicide, ni le désespoir n'expliquent tout. Que ce qui s'est passé cette nuit-là fut bien plus calculé, bien plus lent et infiniment plus cruel. C'est la 3e version, la plus rare, la plus dangereuse. Celle qui n'est pas dans les livres, mais dans les confessions chuchotées par ceux qui ont survécu au régime. La version qui ne parle ni de passion ni d'impulsion, mais d'un plan méticuleux, exécuté dans le silence de chaque repas. L'histoire d'une mort commencée bien avant le dernier souffle. Tout aurait commencé des semaines avant la tragédie. Nadejda semblait abattue, pâle, fragile. Elle se plaignait de vertiges, de nausées, de douleurs à l'estomac. Les médecins du Kremlin disaient que c'était le stress, hystérie féminine, disait-il. Mais un domestique remarqua quelque chose d'étrange. Elle mangeait à peine.
mais ne refusait jamais le vin. Et le vin, disait-on, était toujours servi par la même main. La bouteille venait du cabinet personnel de Staline, scellée de son cachet. Et le goût, selon des récits, semblait différent, plus amer, un détail que peu relevèrent ou feignirent d'ignorer. Des années plus tard, un ancien membre du corps médical militaire livra sa version. Ce n'était pas un suicide, dit-il, c'était un dosage. Il affirma que Nadejda avait été lentement empoisonnée par de petites quantités d'une substance utilisée par le NKVD, la police secrète, quelque chose qui détruisait le sang, le foie et la volonté de vivre. Le poison était imperceptible, disait-il d'une voix tremblante. Il agissait comme une tristesse qui s'installait dans le corps. Les symptômes ressemblaient à une dépression, faiblesse, insomnie, crise de larmes. Et lorsque le corps cédait enfin, il suffisait d'une petite poussée, un geste, une mise en scène, et tout paraissait naturel. Selon ce témoignage, le but n'était pas de la tuer d'un coup, c'était de la faire dépérir, disparaître peu à peu, sans scandale, pour que personne ne dise que Staline avait perdu le contrôle, pour que le régime paraisse intact, même tandis qu'elle mourait chez elle. C'était une leçon déguisée en tragédie. Il raconta que, la nuit de la mort, tout était déjà prêt. Les domestiques furent remplacés, les gardes réaffectés, et une dernière coupe de vin fut laissée sur la table de la chambre. Nadejda but seule, en silence. Des heures plus tard, les spasmes commencèrent, mais lorsque les médecins arrivèrent, il n'y avait plus rien à faire. Le corps était froid, et pourtant le sang s'écoulait encore lentement. Le poison avait gagné comme une promesse tenue. Et le tir, seulement le déguisement final. Le corps fut lavé à la hâte, la robe changée, le mouchoir posé sur la poitrine. Le rapport médical, recopié à la main sans mention de toxines. Le médecin responsable disparut quelques jours plus tard, et le Kremlin enterra la vérité avec le corps. « Je l'ai vu mourir », déclara l'homme dans son dernier témoignage. Mais ce n'est pas le poison qui l'a tué, c'est la peur. La peur d'être libre, la peur de parler, la peur de continuer à respirer. Après cela, il ne donna plus d'interviews. La bande de sa voix disparut des archives centrales en 1974. Aujourd'hui, certains historiens cherchent encore le nom de cet homme. D'autres disent qu'il n'a jamais existé, que ce n'est qu'une légende urbaine soviétique. Mais à Moscou, il en est qui jurent avoir entendu la bande et, à la fin, avant que le son ne s'éteigne, il prononce une dernière phrase. Elle n'est pas morte seule. Le Kremlin a bu avec elle. Et ainsi se termine cette version. Sans coup de feu, sans billet, rien que le bruit d'un verre qu'on repose sur la table, et le silence de ceux qui en savent trop. Le poison, dit-on, est toujours là, dans chaque mot qui n'a jamais pu être dit. Il existe une quatrième version, la plus froide, la plus politique, et peut-être la plus plausible. Elle ne parle ni d'amour, ni de trahison, ni de poison. Elle parle de contrôle, de la façon dont une mort devint un instrument d'État. Selon cette théorie, ce qui arriva à Nadejda ne fut jamais totalement connu. Pas même de Staline. La tragédie aurait été réelle. Mais ce qui vint après, le rapport, le billet, les versions, fut soigneusement fabriqué. La mort de l'épouse du dirigeant soviétique était une bombe symbolique. Si cela paraissait un suicide, le régime aurait l'air faible. Si c'était un assassinat, le mythe de Staline s'effondrerait. Le parti ne pouvait accepter aucune des deux options. Ainsi, dans les premières heures qui suivirent la mort, une équipe de sécurité prit le contrôle de la maison. Ils emportèrent le corps, effacèrent des traces, réécrivirent des rapports. Le médecin responsable reçut un ordre direct, diagnostic de maladie soudaine. Et tous ceux qui étaient au Kremlin cette nuit-là signèrent un accord de silence. D'après des documents publiés des décennies plus tard, Molotov lui-même, l'un des plus proches alliés de Staline, aurait supervisé l'opération d'étouffement. On disait qu'il arriva sur place avant même le chef de la police secrète. Sa mission était simple: préserver le mythe, l'ordre et la stabilité. Même s'il fallait pour cela effacer une vie. Le corps fut placé dans un cercueil simple, scellé avant l'aube. Ni portrait officiel, ni cortège, ni adieu. La mort fut traitée comme une erreur administrative, une ligne perdue dans un rapport du parti. Les vêtements de Nadejda furent brûlés, et la chambre fermée pendant presque 2 ans. Le peuple n'apprit que ce qu'il devait savoir.
Les journaux annoncèrent une mort subite par complications de santé. Aucune enquête. Aucun soupçon. La machine de propagande se mit en marche avec précision militaire. La douleur personnelle d'un homme, transformée en silence collectif. Des années plus tard, d'anciens employés du Kremlin révélèrent des fragments de vérité. Ils dirent que les gardes de la nuit avaient été remplacés et leurs familles envoyées au loin. Les domestiques d'origine disparurent sans laisser de traces. Certains affirmèrent qu'il y avait eu du sang. D'autres, qu'il n'y avait eu aucune blessure. Mais le résultat fut le même. Confusion parfaite. Vérité impossible. L'étouffement fut si efficace que plus personne ne put affirmer ce qui s'était réellement passé. Chaque version, suicide, assassinat, empoisonnement, fut bâtie sur des lacunes laissées avec soin. La vérité devint un piège. Plus on essayait de la prouver, plus le Kremlin paraissait impénétrable, et le silence plus puissant. Staline, pour sa part, ne démentit jamais aucune hypothèse. Il se contentait de dire « elle était faible ». Mais certains proches remarquèrent qu'après sa mort, quelque chose avait changé en lui, moins de discours, plus de paranoïa, comme si, au fond, il savait ce qui avait été fait et l'avait permis. Avec le temps, le mythe prit forme. Chaque génération choisit une version commode. Pour les uns, elle fut une martyre. Pour d'autres, une traîtresse. Pour le régime, une erreur à oublier. La femme qui osa aimer le dictateur devint un symbole interdit. Un nom que l'histoire apprit à prononcer à voix basse. Et c'est peut-être là la vérité la plus cruelle. Ce n'est pas le tir qui tua Nadejda, ni le poison, ni le mari, ce fut la même peur qui bâtit l'empire qu'elle avait aidé à rêver, et qui, au bout du compte, la transforma en fantôme politique. Car au Kremlin, même la mort avait besoin d'approbation, et la sienne fut la plus révisée de toutes. Chaque mot réécrit, chaque larme censurée, chaque souvenir effacé. Personne ne sait ce qui se passa réellement cette nuit-là, mais tous savent ce qui ne devait jamais être dit. Il en est qui disent que la vérité sur Nadejda ne se trouve pas dans les archives, mais dans les yeux de Staline, que sa mort ne fut pas un acte, mais un reflet, un miroir où il vit pour la première fois le monstre qu'il avait créé, et il ne supporta pas ce qu'il vit. Ces derniers mois, le dictateur vivait isolé, paranoïaque, entouré d'ennemis invisibles. Il dormait peu, en proie à des cauchemars constants. Il parlait au portrait de Lénine comme s'il attendait des réponses. Nadejda voyait tout et craignait l'inévitable. Le pouvoir l'avait consumé de l'intérieur, et rien ne restait de l'homme qu'elle avait aimé. Certains de ses carnets personnels, retrouvés après la chute de l'URSS, décrivent un quotidien sans âme. Elle parlait d'une maison où les fenêtres ne s'ouvrent jamais, d'un mari qui parle au peuple mais pas à moi. Elle disait vivre aux côtés du nombre, que chaque fois qu'il la regardait, elle voyait la révolution jugeant sa propre conscience. Elle ne dormait plus, lui non plus. Dans cette version, le tir, s'il eut lieu, fut symbolique, un geste pour briser le cycle. Elle ne voulait pas seulement mourir, elle voulait forcer Staline à se regarder, et il regarda. Mais ce qu'il vit le détruisit lentement jusqu'à la fin de ses jours. Des témoins affirment que, le lendemain matin, il entra seul dans la chambre. Il resta immobile de longues minutes, dans un silence absolu, puis demanda que plus personne n'entre. Là-dedans, dit-on, il parla tout seul, pleura, se blâma, et pour la première fois, resta sans mots. La scène ne fut jamais confirmée, mais demeura dans les rumeurs des domestiques. Le portrait de Nadejda fut retiré de la maison quelques semaines plus tard, mais Staline n'ordonna jamais de le brûler. Il le garda dans une armoire, fermée à clé, comme s'il voulait oublier et se souvenir à la fois. Certains affirment que chaque nuit, il le fixait avant de dormir. D'autres disent qu'il parlait au tableau, demandant pardon. Avec le temps, la culpabilité se transforma en délire. Staline commença à voir des visages dans les miroirs, des ombres dans les couloirs, des silhouettes dans la vapeur du thé. Il faisait surveiller les domestiques, les ministres, jusqu'aux fantômes. Il croyait que l'ennemi se trouvait dans les murs. Et peut-être y était-il. En lui, cette version dit qu'elle n'est pas morte à cause de lui. Elle est morte en lui, parce qu'elle était la dernière part humaine qui restait encore. Et quand elle s'en alla, elle emporta ce que le pouvoir ne peut remplacer. La révolution perdit son cœur, et ne resta que la peur. Après sa mort, le régime devint plus rigide, impitoyable, sombre
C'était comme s'il essayait de compenser ce qu'il avait perdu, par le contrôle. Chaque décret, chaque arrestation, chaque exécution, un cri étouffé, comme s'il tentait de faire taire une voix qui continuait d'échoer dans sa tête. « Nadejda », murmurait le peuple. « Espoir », un nom qu'il ne put plus prononcer. Ainsi, le mythe de l'homme d'acier commença à se corroder de l'intérieur. Le corps survécut, l'empire grandit, mais l'esprit resta enterré cette nuit-là. Certains disent que le vrai Staline est mort avec elle et que le tyran venu ensuite n'était que le reflet d'un miroir brisé. Au bout du compte, peut-être ne saurons-nous jamais ce qui s'est passé. Tir, poison, étouffement ou désespoir. Mais cette version ne cherche pas des faits, elle cherche un sens car il est des morts qui n'appartiennent pas au corps. Elles appartiennent à l'âme. Et cette nuit-là, l'âme de la révolution soviétique est morte avec Nadejda Allilouyeva. Non par trahison, ni par amour, mais parce que l'espérance donne son nom, s'est lassé d'attendre. Et l'homme qui défia le monde ne dormit plus jamais en paix. Après la mort de Nadejda, quelque chose se brisa en Staline. Ce ne furent ni le corps ni l'État, mais la frontière entre l'homme et le mythe. Le dirigeant qui parlait autrefois d'avenir se mit à vivre prisonnier du passé. Il dormait peu. Et lorsqu'il dormait, il l'appelait. Le silence devint le nouveau son du Kremlin. Les domestiques remarquaient les changements. Il mangeait moins, parlait à moins de monde, errait dans les couloirs comme un fantôme. Il ordonna qu'on ne nettoie pas sa chambre. Pendant des années, cette porte resta close, comme un tombeau dans la maison. On disait qu'il s'arrêtait parfois devant et restait immobile des minutes entières. La paranoïa, qui était déjà son ombre, devint sa compagne inséparable. Chaque regard, chaque murmure, chaque retard devenait un complot possible. Il fit arrêter des ministres, des amis, jusqu'à des médecins. Il se méfiait de ceux qui l'applaudissaient et craignait ceux qui le regardaient dans les yeux. L'empire de la peur avait trouvé son propre otage. Nadejda avait été le dernier fil qui le reliait au réel. Le dernier, visage à voir encore l'homme, derrière le dictateur. Et quand elle partit, il ne resta que l'acier, froid, impassible, mécanique. Il l'avoua lui-même dans une rare confidence. Elle était mon dernier frein. Maintenant, il ne reste plus rien. Ensuite, le sang recommença de couler. Les purges s'intensifièrent, les arrestations augmentèrent. Le pays plongea dans une nouvelle vague de terreur. Chaque ordre signé résonnait comme l'écho d'une perte, comme s'il tentait, d'une manière ou d'une autre, d'étouffer ce qu'il ressentait, en détruisant ce qu'il voyait. Ceux qui l'entouraient virent à l'abîme, mais personne n'osa parler. La tristesse de Staline était un secret d'État, et quiconque montrait de la pitié disparaissait. L'homme qu'on ne pouvait contredire ne pouvait plus être consolé. Parfois, il relisait ses vieilles lettres, des lettres simples, pleines d'idéalisme et de tendresse. « Mon soleil », l'appelait-elle, des mots qui, avec le temps, sonnèrent comme des insultes à ses oreilles. Il les lisait jusqu'à les brûler et regardait les cendres tomber comme la neige. Dans de rares conversations, il avouait une sorte de remords. Il disait que la révolution exigeait des sacrifices, mais nul ne savait s'il parlait du peuple ou d'elle. Sa douleur ne fut jamais publique, mais elle se voyait dans ses yeux. C'était la seule part humaine qui lui restait. Avec les années, la culpabilité devint superstition. Il croyait que sa mort avait apporté une malédiction. Il parlait de présages, de signes, de rêves. Il faisait consulter des astrologues, tout en niant croire en Dieu. L'homme qui dominait un empire ne dominait plus son propre esprit. Certains de ses gardes rapportèrent des nuits où il appelait son nom en dormant. D'autres fois, il se réveillait en criant, comme si quelqu'un l'observait. Il disait que sa chambre avait encore du parfum et que l'horloge s'arrêtait toujours à la même heure où le coup avait retenti. Nul n'osa contester, nul n'osa se souvenir. Au Kremlin, se souvenir était aussi dangereux que mentir. L'absence de Nadejda devint un fantôme collectif, une présence invisible, planant sur tous. Avec le temps, l'image de Staline se durcit à nouveau. Il ne parlait plus d'amour, ni de manque. Il parlait de pouvoir, de destin, de gloire, comme s'il tentait d'enterrer l'humanité sous le poids de l'histoire. Mais à chaque discours, il paraissait plus vide. L'homme qui gagna des guerres se perdit lui-même. Le mari qui conquit un empire ne sut pas sauver son foyer, et le père des peuples ne sourit plus jamais. La révolution qui promettait la liberté
respirait désormais la peur. Et la peur, ironie du sort, était la seule chose qui le tenait en vie. Certains historiens disent qu'après sa mort, il devint un autre, plus impitoyable, plus distant, plus dévoué au pouvoir. D'autres disent que ce fut là qu'il commença à mourir, lentement, mourir de l'intérieur, chaque jour, et que le Staline que le monde craint est né du tombeau de Nadejda. C'est peut-être ainsi que le pouvoir agit lorsqu'il ne rencontre aucune limite. D'abord, il efface la tendresse, puis la culpabilité, enfin l'âme et l'homme, n'est plus que le reflet de sa propre tyrannie. Nadejda fut le dernier miroir que Staline brisa, le seul qui montrait ce qu'il était réellement. Après elle, le verre se fendit pour de bon, et le dictateur passa le reste de sa vie à tenter de ne pas voir les éclats. Mais les éclats reflètent toujours. Il en est qui disent que le bruit du tir ne quitta jamais sa tête. D'autres affirment qu'il entendait des pas. La nuit, peut-être était-ce l'imagination, ou peut-être la conscience. La conscience, après tout, est le dernier ennemi de ceux qui se prennent pour des dieux. Le pouvoir qu'il bâtit fut sa prison. Le même pouvoir qui promettait de sauver le peuple détruisit sa famille. Le même pouvoir qui érigeait des statues, enterrait les souvenirs, et le même homme qui se disait immortel se mit à craindre ses propres pensées. Ce fut la vraie fin de Staline, une fin sans tir mais pleine d'écho. Avec sa mort, la révolution perdit son âme. Le rêve devint mécanisme, l'idéal se transforma en calcul, et l'amour en mot censuré. L'Empire continua, mais l'espérance mourut. Le temps a effacé les registres, les versions, les preuves, mais il est une chose que le temps n'efface pas, la sensation. La sensation que cette nuit-là marqua le début de la fin, le début de la guerre de Staline contre lui-même, une guerre qu'aucune armée ne pouvait gagner. Peut-être ne saurons-nous jamais ce qui s'est passé. Peut-être qu'aucune version n'est vraie, ou peut-être qu'elles le sont toutes. Ce qui importe, c'est ce qu'elles révèlent. Que le pouvoir absolu ne détruit pas seulement les autres. Il détruit celui qui le possède. Il est des amours que le pouvoir ne parvient pas à effacer. Et des silences que le temps ne pardonne pas. Celui de Nadejda fut de ceux-là. Et celui de Staline, le plus profond de tous, parce que parfois, le châtiment prend la forme d'un souvenir. Certains disent que ce fut le premier tir de la guerre entre Staline et sa propre conscience. Et peut-être résonne-t-il encore quelque part dans le Kremlin. Invisible, étouffé mais éternel, car le pouvoir peut tuer la vérité, mais il ne parvient jamais à tuer le bruit de la culpabilité.